C'est toujours un honneur et un plaisir pour nous d'être appelés au service de la nation et nous le faisons malgré les difficultés qui s'opposent à nous sur nos chemins et c'est au nom de l'appel qui nous est lancé à travers l'hymne national La Terre de nos aïeux. Togolais vient, bâtissons la cité. Voilà. Et quel Togolais pour bâtir quelle cité? C'est la grande question qu'on se pose depuis quelques jours, puisque nous connaissons la composition du gouvernement. C'est l'homme comme Classou. Et hier, déjà, le gouvernement était devant les parlementaires pour exposer son programme de politique générale. Nous allons décrypter le programme autour de ce plateau ce matin avec nos invités. Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, et puis Elias Nkali, directeur de publication du journal La Croix du Sud. Et puis le programme retenait tout simplement que le Premier ministre Selom Komi Klassou veut bien lancer la machine de l'inclusion économique et sociale et poursuivre la modernisation du pays à travers l'approfondissement des réformes économiques et l'intensification des grands travaux d'infrastructure, relancer l'agenda des réformes politiques avec une nouvelle dynamique et la mise en œuvre pour faire avancer le chantier de la décentralisation et puis pour finir, capitaliser les acquis de la réforme du système de défense et de sécurité pour mieux positionner le Togo dans l'environnement sous-régional international. Voilà les 4 piliers autour desquels se concentre le programme de politique générale de Selom Komi Klassou. Ceci étant rapidement, nous allons partir de l'analyse même de la composition de l'équipe gouvernementale et aussi analyser la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire la manière, jusqu'à 13h, on avait une première partie et à 20h, on a eu une seconde partie, une première sur la terre de nos aïeux. Pourquoi cette première? Ce sera tout à l'heure avec nos invités. Avant de les retrouver, ou du moins vous les présenter, nous profitons de cette tribune pour adresser toutes nos reconnaissances à l'honorable Sego Franck de la préfecture de Zior qui a pensé à la communauté musulmane et surtout aux couches défavorisés. Nous disons également bonjour à Lala Couture et ses apprentis, sans oublier Sir Adomayapor et tous les confrères journalistes musulmans qui, chaque jour que Dieu fait, passent sur ce plateau pour aider les Togolais à comprendre l'actualité de leur très cher pays, le Togo. Nous disons également bonjour à tous les Togolais de la diaspora, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en France, en Belgique, en Italie, où que vous soyez. Bonjour et bienvenue pour l'actualité de votre cher pays, le Togo. Rapidement, Elias Nkali, bonjour et bienvenue autour de ce plateau. Oui, bonjour Rodrigue, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Et Ibrahim Acha, bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et puis le carême. Oh, ça se passe très bien et nous profitons de cette occasion que vous nous offrez pour souhaiter bon ramadan à tous les frères musulmans et à toutes nos sœurs musulmanes et de par le monde. Voilà, merci. Donc, je crois que toute la communauté musulmane est à l'écoute et une fois encore, beaucoup de courage parce que ces derniers temps, c'est vous qui nous permettez d'être en communion avec le Créateur. Et bon courage, nous sommes de cœur avec vous toutes et avec vous tous. Elias Nkali, c'est vrai que l'attente a duré dans l'entendement des Togolais, mais dimanche dernier, à partir de 13h, une attente très soulagée avec la publication du gouvernement et à 20h, complétée par ce qu'on peut appeler une liste additive. D'abord, vos commentaires autour de cette façon de présenter le gouvernement. Oui, Rodrigue, je crois que c'était vraiment une longue attente. Les Togolais ont attendu longtemps, depuis la nomination du Premier ministre Selom Klassou. Bien avant même sa nomination, on attendait à ce qu'une personnalité puisse quand même se dégager du groupe des politiques pour avoir, disons, la carrure du Premier ministre. Donc il y a eu une longue attente pour sa nomination et après sa nomination aussi, il y a cette attente aussi qui est très longue pour la formation du gouvernement. Malheureusement, et comme tous les Togolais peuvent vous le constater, nous avions constaté tout simplement que le Premier ministre Klassou Selom a fait ses premiers faux pas. C'est des premiers faux pas parce que d'abord, il y a tellement d'incongruité dans la composition du gouvernement. Une composition de 26 personnes, mais dont le chef de l'État lui-même, mais avec beaucoup de difficultés. Et comme vous le dites tout à l'heure, vous avez fait bien remarquer, à 13h, on nous a présenté une équipe pratiquement incomplète. Et vers 20h, comme vous l'avez dit aussi, c'est comme si on a amené une liste additive.
je ne comprends pas. En tout cas, moi, j'ai cherché un peu. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout ce temps-là que nous avions eu à passer pour chercher les têtes pensantes et bien faites, peut-être pour composer le gouvernement, nous n'avons pas pu. Je veux parler du ministre Classou, c'est l'homme Classou, premier ministre Classou. Nous n'avons pas pu, disons, bien rafistoler les choses, bien préparer les choses, bien mijoter les choses pour avoir une équipe complète. D'ailleurs, moi-même, quand je prends, disons, la composition même de ce gouvernement, moi, je dis que c'est du déjà vu. Oui, moi, je m'attendais. Avant d'aller vers la composition, permettez, sur la manière, Ibrahim, 13 heures, une équipe qui sort, on nous donne pratiquement la lecture du gouvernement. On était en train de pousser nos curiosités pour avoir une idée sur qui est celui-ci, qui est celui-là, pourquoi est-il choisi, pourquoi l'autre est parti, ainsi de suite. Et puis, à 20 heures, on nous envoie une liste additive avec une correction sur la dénomination de certains ministères encore. Oui, il faut dire que, comme le disait mon confrère Elias, l'attente a été longue, effectivement, et il s'est fait qu'on a choisi un dimanche, ce qui n'est pas familier aux Togolais, pour donner la composition du gouvernement, pour former le gouvernement. On aurait pu attendre lundi, après avoir réajusté, corrigé, revu et corrigé la composition de l'équipe gouvernementale avant de nous communiquer cela. Mais comme ça a été fait le dimanche, on se dit que c'est le cri de cœur des Togolais que les autorités ont compris, puisque les Togolais étaient dans l'attente. Chacun espérait quand même que cette équipe gouvernementale soit connue et pour que les défis à relever dans le pays cette équipe face plutôt à ces défis-là qui s'imposent à notre pays. Et la manière dont cela a été fait, effectivement, ça nous donne beaucoup à réfléchir, d'autant puisque la composition d'une équipe gouvernementale, c'est une tâche très sérieuse qu'on devait prendre avec beaucoup de précautions et surtout qu'on n'affiche pas une certaine nonchalance dans la manière de faire, de communiquer cette équipe gouvernementale. C'est une tâche très sérieuse qui mérite quand même qu'on y prête une attention particulière, qu'on fasse les choses à la perfection. Mais dans la règle de l'art, comme vous le dites. Bon, comme cela n'a pas été fait, ce qui nous intéresse plutôt et ce qui nous réjouit, c'est que comme cela a été fait à 13 heures, vous venez de le dire, il y a eu quand même des voix les plus autorisées qui se sont dit non, le Togo veut aller vers la perfection, donc il faudrait quand même qu'on corrige les choses, qu'on ne dise pas que comme c'est déjà publié, c'est fini, il faut s'arrêter là, parce que nous sommes à la recherche, à la quête permanente de la perfection. C'est ce qui a fait qu'à 20h, il y a eu une correction qui a été apportée, la version corrigée, bon, en tout cas une correction, un réajustement qui a été apporté à cela. Bon, ça se passe, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, puisque dans certains pays, vous allez voir, on donne la composition de l'équipe gouvernementale et après quelques jours, on revient, on peut nommer une autre personnalité. Ça se fait, ça ce n'est pas typique à notre pays. Et je me dis que c'est bien quand même de corriger certaines choses quand ça ne va pas. Puisque si on laisse ça aussi, on va traîner avec des dysfonctionnements, avec des tares qui seront préjudiciables à la bonne marche de la République. Le fait d'avoir corrigé ça, moi je me dis déjà qu'il y a une attention particulière sur en tout cas sur ce gouvernement et que l'autorité peut-être qui a donné des instructions à veiller jusqu'à ce que cela aille vers la perfection. Voilà. Est-ce que vous partagez les explications d'Ibrahim? Oui, bon, c'est la même chose. En fait, ça a été corrigé. Ça a été corrigé. C'est les mêmes remarques que nous avions eu à faire, les mêmes analyses. Mais au-delà de ça, vous savez qu'il y a aussi des non-dits de cette incohérence-là qui a pu se faire remarquer dans la composition du gouvernement. Certains pensent que le mariage UFC et RPT d'antan unir aujourd'hui a beaucoup joué sur la balance, et surtout dans ce que nous pouvons appeler la liste additive. Parce qu'il y a certaines indiscrétions qui parlent d'une certaine pression de la part du président national de l'Union des forces de changement, J. Olympio, à la dernière minute, qui a voulu que l'un de ses poulains puisse quand même rentrer dans l'équipe gouvernementale. Je veux parler d'Eliott Ohim, bien sûr, qui devient auprès du Premier ministre. C'est extraordinaire. Donc je ne sais pas quel rôle Eliott va jouer auprès du Premier ministre, mais
nous pensons que la pression a été tellement forte de la part du Jirkis Olympio que finalement la liste additive dont nous parlons a été acceptée et donc compléter la liste que le Premier ministre Elom Klassou a eu à faire publier à 13h le dimanche là. Et donc, moi je pense que cela a un peu gêné les Togolais. En tout cas, moi particulièrement, ça m'a gêné parce que je me dis que nous avons du temps pour préparer, disons, ce gouvernement, pour avoir une bonne composition de ce gouvernement. Nous savons qu'aujourd'hui, et au départ, tout le monde a conscience que ce gouvernement-là n'aura pas d'entrée de personnalité de l'opposition. Et nous savons que c'est le mariage UFC-RPT unir qui auront, disons, la part belle de cette composition. Mais pourquoi ne pas prendre ce temps-là à profit pour avoir, disons, négocié, renégocié, pour avoir un bon produit? Donc, j'ai l'impression que, telles que les choses sont passées, qu'entre l'UFC et Unir aujourd'hui, je sais que c'est un mariage, mais c'est un mariage difficile. Je ne sais pas si en interne, il y a des difficultés qu'ils essaient de surmonter, mais je pense que cela n'a pas été facile pour le Premier ministre Klassou de former ce gouvernement-là, d'autant plus que nous parlons de ces listes additifs-là, c'est terrible. Et je pense que c'est un mauvais pas pour le Premier ministre, pour son premier départ. Oui, par rapport à cette liste additive, est-ce que vous avez compris quelque chose dedans? Non, l'impression peut-être qui viendrait de Jirkis Olympio, peut-être genre dire je vais rompre le mariage, peut-être divorcer avec le parti au pouvoir. Non, parler de pression de Jirkis Olympio, je dirais ça peut ne pas être le cas, d'autant plus qu'il y a André Johnson qui est un membre de l'UFC qui est sur la liste de départ et qui est resté. Donc jusque-là, je ne peux pas parler de pression, mais je dirais plutôt que c'est au niveau des autorités elles-mêmes qui ont composé cette équipe gouvernementale que peut-être l'idée leur est venue de chercher une place à M. Elliott Eurine, ou bien peut-être qu'on l'a oublié entre-temps et après on s'est rendu compte que il fallait quand même... 3 semaines de consultation. Bien évidemment, s'il n'avait pas été consulté, s'il a été oublié, si l'intention était de ne pas le reconduire, et qu'à la dernière minute, après avoir revu et corrigé la liste gouvernementale au point de vue des nominations et attributions des ministères, on s'est rendu compte que notre revue corrigée là, il faudrait quand même qu'on enjolive ça en mettant encore un poste ministériel pour faire croire aux gens que les choses veulent aller dans le sens positif du terme. Non, ça peut aussi se comprendre. Mais dire une pression de Jirkis Olympio, si tel est le cas, je dirais donc qu'à un moment, à un niveau donné, on n'assume pas le pouvoir. Parce que le chef de l'État ne doit pas recevoir des injonctions de qui que ce soit. On a quand même laissé des gros morceaux. Oui. Des gens comme les Danipi sont partis, des gens comme Manganawe sont partis, des gens comme Dédé Akoufa sont partis. Ils sont pleins à être partis. Pourquoi finalement c'est le choix ce choix va reposer sur Elliott Eurine qui était ministre... C'était quel poste déjà? Ministre des réformes administratives. On ne l'a pas tellement vu au cours de son mandat. D'abord, on nous a dit. Est-ce que vous pouvez expliquer ce rachat? C'est ça qu'on va aider peut-être les Togolais à comprendre. Non, mais vous savez, dans la composition du gouvernement, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le facteur politique, le facteur de la cohésion nationale, et le facteur géopolitique que vous connaissez très bien aussi, sans oublier aussi les compétences, les aptitudes. Bon, si on estime qu'à la primature, en dehors du Premier ministre qui est un pur produit de UNIR, il fallait quand même quelqu'un aussi qui soit de l'opposition modérée pour jouer, pour que... Non, pas un assistant, un collaborateur direct qui puisse aussi s'occuper des affaires de la primature. Donc, c'est pas un assistant, c'est pas un figurant, comme on le dit. Donc, c'est un ministre qui aura un rôle bien déterminé à jouer au niveau de la primature. Je ne pense pas que ce poste a été créé juste sans connaître les dessous et les attributions y afférentes. Voilà, très bien, on vous a compris, mais hier, le journal Courrier de la République, dans sa parution, a écrit 2 attributions fantaisistes, et il a parlé de Batienne Pabré-Sili, qui serait ministre auprès de la présidence de la République. C'est vrai que dans un passé, avec Aoumé Zoulou, on a vu ministre d'État chargé des affaires présidentielles. Ça a été objet de débat autour de ce plateau également. On a Elliott Eurine, ministre auprès du Premier ministre. Oui, c'est ce que nous disons. Moi, je pense que nous sommes en train de commettre une grave erreur dans ce pays.
Parce que si nous prenons, je reviens toujours sur le mariage UFC-RPT-UNIR, nous avons l'impression que le partage du gâteau se fait seulement avec ces deux entités-là, avec l'UNIR et puis il y a la CPP. Il y a la CPP. Non, nous savons depuis que la CPP est déjà affiliée au RPT puis à UNIR aujourd'hui. Donc ce que nous avons eu à connaître comme accord politique, c'est entre l'UFC et le RPT UNIR. Et donc nous disons que c'est comme si ce partage du gâteau se limite seulement à ces deux entités. C'est dommage. Nous avons de grandes personnalités de la société civile qui peuvent jouer le rôle de ministre. Il y a de ces grandes personnalités de la société civile qu'on peut consulter. Mais nous avons aujourd'hui un gouvernement que moi je qualifie seulement de gouvernement politique. C'est dommage. Parce que nous n'avons pas que la politique dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, si nous prenons les choses telles qu'elles sont, et que nous pensons que, voilà, il y a le pouvoir d'un côté, et il y a l'opposition de l'autre côté, et que la gestion du pays doit être seulement une affaire du pouvoir qui estime avoir gagné les élections, et donc capable de diriger le pays. Et donc, je dis que c'est dommage, parce que nous avons au moins 6 millions de Togolais aujourd'hui. Et quand vous voyez dans la lecture de l'élection du président Faure, le président Faure n'a eu accord de 2 millions seulement de Togolais. Ça veut dire que les 4 millions de Togolais sont oubliés ou bien vont rester à la touche et ne seront pas intéressés par la gestion du pays. Donc c'est une grave erreur. Moi je crois savoir que le temps que nous avions eu à prendre pour essayer de chercher les personnalités pour la composition de ce gouvernement, nous aurons pu quand même mettre ça à profit, chercher les personnalités de la société civile qui peuvent jouer un grand rôle dans ce gouvernement. Parce que vous savez, le troisième quinquennat du président Faure qui a posé tellement de problèmes aux Togolais, ce troisième quinquennat doit être géré avec tact. Je suis désolé de le dire, mais si les choses commencent comme ça avec le gouvernement Classou, je pense que nous allons tout droit dans le mur. Et les 4 millions de Togolais qui se sentiraient lésés ou bien oubliés intérioriseront toujours leur peine et diront nous ne sommes pas concernés par la gestion du pays. C'est encore dommage, Rodrigue. Voilà, et Ibrahim, on va maintenant se diriger vers la composition de l'équipe gouvernementale elle-même. Aujourd'hui, peut-être que curieusement, nous avons eu à discuter avec certaines personnes qui pensent qu'il y a ce qu'on peut appeler cumulation de fonctions. Aujourd'hui, vous prenez le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme. Vous prenez par exemple le ministère de la Communication, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de la Formation civique. Et puis, il y a pas mal de ministères où on comprend qu'il y a forcément cumulation. Non, parler de cumul ou bien de cumul de postes ou bien comme vous venez de le dire, c'est par rapport aux ambitions et à la vision que le Premier ministre a de l'action gouvernementale qu'il aura à mener. Et quand on contracte l'équipe gouvernementale, c'était aussi pour ne pas avoir trop de ministres, trop de portefeuilles aussi. Et vous savez que ça entraîne aussi une lourdeur administrative. Et donc, ils ont voulu aller avec un nombre pas trop grand et pour pouvoir travailler aussi librement. Mais je voudrais quand même revenir un peu en arrière pour vous dire que ce gouvernement, depuis qu'on a annoncé que le Premier ministre, M. Classou, était en train de travailler pour la composition de ce gouvernement, les observateurs avisés de la scène politique savaient que le gouvernement devait être à l'image de M. Classou. D'autant plus que c'est monsieur qui est un homme, comme on le dit toujours, un cacique du pouvoir et quelqu'un qui a fait le bon vieux temps avec M. Eyadema, qui a fait le gouvernement Eyadema avant de devenir membre du UNIR et continuer par travailler comme député avant d'être Premier ministre aujourd'hui. Donc il devait être nostalgique de ce temps d'Eyadema. Donc vous allez voir qu'il y a des figures qui sont arrivées dans ce gouvernement qui étaient des purs produits du défunt, en tout cas RPT. Et donc, ça ne va pas étonner. Et comme vous le savez, quand on forme un gouvernement, on pense aussi à la cohésion de l'équipe.
Donc, il ne pouvait pas se permettre d'amener certaines figures qui ne maîtrisent pas certaines figures, qui ne vont pas forcément comprendre sa logique. Et vous savez que ça peut entraîner une cacophonie au sein de l'équipe gouvernementale. Donc, il a voulu travailler avec ceux avec qui il peut parler le même langage et ceux avec qui ils peuvent peut-être partager le même esprit de gouvernance et travailler pour traduire dans les faits la politique du président Faure Gnassingbé. Donc c'est, comme on le dit, c'est une composition, une recette made by Classou. Et Classou l'a pensé ainsi pour l'efficience de son action gouvernementale. Voilà, Elias voulait aller en profondeur, maintenant on y est. Oui, au fait, parlant justement de cumul de fonctions, moi quand j'ai jeté un coup d'œil dans la composition du gouvernement que nous avons actuellement, et moi j'avais déjà un problème avec le ministre Ayassor qui a déjà le cumul de l'économie et des finances. Parce que vous savez, entre l'économie et les finances, il y a une grande différence. Mais c'est seulement au Togo que nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on doit cumuler l'économie et les finances. Quand vous prenez les projets qui atterrissent sur la table du ministre de l'économie et des finances que dirigeait le ministre Ayassor, vous avez compris qu'il y a souvent des lenteurs. Il y a des lenteurs pour décaisser l'argent, pour faire ceci, parce que l'économie actuellement se confond aux finances et c'est dangereux. Maintenant, ça ne suffit pas comme ça, cela ne suffisait pas. On ajoute encore la planification et la prospective. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un peu le problème. Vous permettez. Oui. Je ne sais pas quel genre de version vous avez. C'est la première version. La première version a été modifiée et on a eu deux portefeuilles qui sont adjoints au ministère des Finances et de l'économie. Les choses ont été faites à la va-vite. Et à la va-vite, on voudrait seulement compiler. Non, c'est à la va-vite parce qu'ils n'ont pas pris, il n'y avait pas l'idée d'avoir un gouvernement. Pour, disons, ces personnalités-là, ou bien, du moins c'est pour le gouvernement, ou bien le Premier ministre, nous avons gagné les élections, nous avons le pouvoir et nous pouvons trouver tout de suite les ministres qu'il faut. Et faire en sorte à ce que le cumul de fonctions dont nous parlons soit, ou bien le pouvoir soit concentré dans les mains d'une seule personne. Voilà. Donc c'est comme ça que, par exemple, Ayassor a eu tous ces prérogatives-là à gérer, ce qui est déjà lourd par le passé. Maintenant, en ce qui concerne toujours le cumul de fonctions, moi je pense que nous pouvons, disons, décentraliser les choses autrement. C'est-à-dire que quand je reviens toujours sur l'économie et les finances, nous prenons Ayassor qui est le ministre de l'économie, carrément, et là on sait que M. Ayassor s'occupe rien que de l'économie. Nous détachons les finances de l'économie et vous verrez que les choses iront très vite. Nous n'aurons plus cette lourdeur-là que nous avions connue par le passé et qui a amené, et par exemple, certains secteurs d'activité à rentrer en grève, à rentrer en ceci, en cela. Et donc, je crois que l'idée première du Premier ministre Classou, c'est de dire ou bien de croire que unir seul peut gouverner ce pays. Mais je crois que vos préoccupations étaient prises en compte, parce qu'on a par exemple aussi Assimaïdou qui va s'occuper de la planification du développement et on a également Sani Yaya qui va s'occuper du budget. Du budget, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aux côtés de Ayassor, voilà, pour essayer de voir comment est-ce que les choses se mettent. Voilà. Mais c'est vrai. Bon, je me dis tout simplement que l'idée qui est derrière la formation de ce gouvernement, c'est que le président Faure et toute son équipe croient qu'ils peuvent diriger seuls ce pays. Je dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que dans la situation actuelle du pays, et là, quand vous prenez même le ministère qu'occupe aujourd'hui Bawara qui est aujourd'hui au niveau de la fonction publique, je crois que c'est fait décemment. Oui, c'est fait décemment parce que vous savez que dans notre fonction publique, il y a des problèmes. Et je me dis que est-ce que ce n'est pas une manière de dire que nous allons corser ce que nous avons comme discussion avec le STT et nous balançons quelqu'un, nous connaissons bien les aspirations du ministre Bahara, pourquoi il est balancé de l'administration territoriale et pour être parachuté au niveau de la fonction publique. Bon, là, la question se pose et on se dit, si tel était le cas, c'est-à-dire que l'idée était que le ministre Bahara assume le portefeuille de la fonction publique pour essayer de corser le bras de fer entre le gouvernement
et le syndical STT, je crois que c'est dommage. Mais si c'est pour venir régler les choses, parce qu'on connaît aussi sa compétence pour venir régler les choses, disons bon vent. Voilà, en profondeur par rapport au gouvernement. Non, mais il faut dire que la composition de ce gouvernement n'a pas surpris. Ça n'a pas surpris en ce sens que vous savez que depuis, avant même d'aller aux élections présidentielles, si je prends le côté mouvement, en tout cas sociaux et l'agronomie sociale, il y a eu beaucoup de revendications, beaucoup de doléances qui ont été apportées, qui ont été soulevées plutôt par les centrales syndicales dans notre pays, notamment la STT. Et la STT réclamait même la démission du ministre, de l'ex-ministre Maganaoué et de Gourdigou. Et si vous voyez bien dans l'équipe actuelle, ces deux personnalités n'existent pas. Donc c'est dire au fait que les autorités du pays ont pris la mesure de la chose et sont disposées à travailler de concert avec ces centrales syndicales pour un aboutissement heureux de leurs revendications. Et si on met M. Bawara à ce niveau, et ce n'est pas pour en tout cas féliciter M. Bawara, mais c'est pour vous dire que lui, il est au moins réceptif. C'est un monsieur qui communique, qui discute. Et peu importe le timbre de sa voix, peu importe en tout cas le lexique qu'il déploie lors de ces discussions, mais ce qui est très fondamental, c'est sa disponibilité à écouter et à discuter avec les gens. Donc sa présence au ministère de la fonction publique peut relancer le débat. Ça peut relancer le débat et ça serait un débat en tout cas des gens qui maîtrisent de haut niveau, qui maîtrisent une certaine situation. Puisque quand vous prenez la SCT, vous avez des syndicalistes très talentueux. Vous avez Gilbert Tcholenyanou et le docteur Atiwala qui ne sont pas, et Madame Nadouvi, qui ne sont pas en tout cas de minables syndicalistes, mais c'est des gens qui savent ce qu'ils réclament et sont beaucoup plus pointueux plutôt sur certains aspects. Monsieur Bawara aussi, c'est un monsieur aussi qui maîtrise la chose, qui sait aussi discuter, qui maîtrise l'art de la négociation. Donc je me dis que la présence de Bawara là-bas peut apporter un déclic et aider à décanter la situation. Quand on revient au niveau des attributions au ministère de l'économie, des finances et de la planification du développement, par le passé, nous sommes de ceux qui ont crié que M. Ayassor régnait sur, disons, un cartel, bon, excusez-moi le terme, un empire financier, en tout cas, qu'on ne saura vraiment apprécier. Mais il se fait que actuellement, il est certes ministre d'État et il trône sur un grand ministère, mais il y a quand même des ministres délégués qui sont adjoints, et vous verrez que dans la conception même du budget de la loi de finances, il y a un ministre qui va s'occuper de ça. Sani Yaya qui va s'occuper de ça, c'est un monsieur que nous avons connu, qui a fait Ecobank, et entre-temps il était intègre, et entre-temps il était administrateur de la BTCI, vous le savez très bien. Et donc c'est un monsieur qui a su remonter la BTCI en si peu de temps. Et ce monsieur, nous disons qu'avec ce bagage, cette intégrité qu'on a connue au niveau de Ecobank et au niveau de la BTCI, il saura mettre cette intégrité et ce savoir-faire pour remonter tout ce qu'il y avait comme récrimination des citoyens par rapport au ministère de l'économie et des finances. Donc c'est un monsieur qui va beaucoup aider à ce que le budget soit bien ficelé et surtout que cette loi de finances soit disponible à temps pour permettre aux Togolais d'apprécier ce que le gouvernement pense en matière de décaissement des ressources et de la redistribution des richesses du pays de façon équitable pour tous les citoyens. Quand je viens au niveau de la jeunesse et des sports, c'est là où peut-être nous aurons beaucoup de choses à dire, parce qu'un ministère de la communication qui s'occupe en même temps... Peut-être ou bien on aura beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses à dire. Un ministère, d'abord, c'est notre ministère. D'abord, la communication, c'est pas aisé, c'est pas aussi maîtrisé au Togo, avec la précarité dans laquelle évoluent les médias, que ce soit privés ou même médias d'État. Et il y a ce problème qui est déjà sur le tapis. Il y a aussi les réformes par rapport à notre
tourné tout récemment à notre état généraux de la presse. Il y a des recommandations qui sont encore dans les tiroirs. Donc on se demande si M. Guy Lorenzo pourra relever le défi, venir ressortir d'abord les documents, les lire, les revisiter pour voir comment il peut traduire dans les faits les recommandations issues de notre états généraux. Et maintenant, quand on vient au niveau du sport, vous savez que le sport, il n'y a pas que le football. Au Togo, on a l'impression que le sport s'arrête au football. Il y a plusieurs disciplines. Il y a même des disciplines qui sont actuellement mourantes. Quand on parle de la boxe, on te demande même s'il y a la boxe au Togo. Quand on parle même en tout cas des pétanques même, on n'en trouve plus. Le maracana, on n'en trouve plus. Donc il y a beaucoup de disciplines. De remonter un peu. Mais il n'y a que certains mécènes qui sont en train de refaire vivre ce sport. Et ce n'est pas le gouvernement qui est en train de s'investir dans ce cas. Quand je prends par exemple le tennis, le karaté, quand je prends même le tennis, c'est grâce à M. Romain Taba qui s'est investi beaucoup pour que les choses aillent beaucoup. Voilà. Donc, un peu essoufflé maintenant. Tout à fait. Donc il faudrait revoir tous ces aspects. Et l'anomalie ici, et il faut que nous sommes des Togolais, nous sommes des observateurs, il faudrait quand même que nous les relevons. La majorité de la population togolaise est jeune. Donc il faudrait plutôt chercher un ministère consacré à la jeunesse et à l'emploi des jeunes. C'est le problème crucial dans notre pays actuellement. On aurait pu faire les choses autrement, chercher. Mais c'est bien faire. Puisqu'on a donné, si vous permettez, l'emploi des jeunes, on l'a laissé toujours à Madame Victoire Sidéméro Tomega Dobé. Et puis la jeunesse en bloc est rajoutée à la communication, à la culture, au sport et à la formation. C'est ce que je disais. La communication même, c'est vraiment un portefeuille très lourd, très vaste, comme le dit mon grand frère Elias. Et on parle de la culture. La culture aussi, qui est un domaine très vaste, que vous connaissez très bien. Et vous voyez, on parle de la formation civique. Vous savez que ce domaine n'a jamais évolué. C'est pourquoi nous sommes devenus encore plus inciviques dans le pays. Vous comprenez que s'il y avait quand même des initiatives prises, bon, ce n'est pas aller faire des spots de quelques secondes pour dire qu'il faut être civique. Il faut quand même dire que Anatea a travaillé sur le sujet. Elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux avec les cross-country. On organise seulement les gens aller courir et revenir. C'est pas ça le civisme. Vous savez bien ce qu'on appelle le civisme. Si vous faites un tour à Accra, le civisme est ancré dans le mœurs. Les gens savent que quand je prends du pied en retard, je ne peux pas jeter le sachet sur la route. Il y a des endroits appropriés, il y a des poubelles. Mais ici, vous voyez même de grandes personnalités qui sont dans leur voiture et qui se débarrassent même de leur papier mouchard. Il suffit tout seulement de rabaisser leur vitre et on se débarrasse du papier mouchard. Ça voudrait dire que l'incivisme a atteint un niveau vraiment très chronique, qu'il faudrait quand même qu'il y ait des mécanismes pour pouvoir ramener les Togolais vers des valeurs citoyennes. Voilà grosso modo ce que moi j'ai à dire par rapport à la composition de cette équipe gouvernementale. Sinon, ce que nous pouvons peut-être retenir de positif, c'est qu'il y a des gens expérimentés qui sont venus dans cette équipe gouvernementale. Voilà, Elias, oui, Ibrahim l'a relevé tout à l'heure, c'est vrai, à ce niveau-là. Moi, j'ai un petit problème, puisque hier déjà dans la foulée, j'ai vu M. Guy Madier Lorenzo qui a fait passation de service au niveau de du ministère de la Communication. Je me demande, est-ce que c'est la même chose qui se fera au niveau de la jeunesse des sports? Mais c'est ça. Il ira faire passation de service. C'est ça. C'est le drame que nous vivons. Il va prendre tous ces documents et les lire avec justement, le drame, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le drame que nous vivons actuellement au Togo, c'est comme si nous n'avons plus de compétences au Togo. Nous avons des compétences qu'il faut exploiter. Et puis la politique qui se fait actuellement, Rodrigue, la politique qui se fait actuellement, c'est de faire en sorte que tous les pouvoirs soient concentrés dans les mains d'une seule personne. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien. Ça ne fait pas honneur au pays. Nous prenons le cas seulement de Guy Lorenzo, mon frère vient de le dire, mais on ne peut pas avoir un ministre de la communication, sachant bien sûr que nous avons le domaine de communication au Togo qui est tellement dense à explorer et que nous avons déjà des problèmes dans ce domaine-là. La culture ajoutée. Et maintenant le sport roi, même le football. Dans le domaine du football, nous avons tellement de problèmes. Comment voulez-vous que ce monsieur-là puisse quand même à lui seul gérer tous ces problèmes-là? L'intention de faire à ce que tous les pouvoirs soient concentrés dans les mains d'une seule personne et que c'est une minorité seulement qui s'accapare de tout, c'est ça qui est dangereux pour ce pays. C'est en cela que moi je dis, ce n'est pas du nouveau.
quand moi je vois la composition du gouvernement, je dis que ce n'est pas du nouveau, parce que l'idée première, c'est de faire en sorte que la minorité là qui a toujours régenté ce pays-là continue pas, disons, le régenter. Et c'est dommage. Nous avons des compétences qu'il faut explorer. Moi, je croyais que la victoire proclamée du président Faure pour son 3e quinquennat allait donner peut-être une petite lueur d'espoir aux Togolais. Mais tel que les choses commencent maintenant avec la composition de ce gouvernement, avec la nomination de Selom Klassou Premier ministre, moi je dis que les Togolais vont encore tout droit dans le mur. Et c'est dommage, je suis désolé de le dire, mais c'est des réalités qu'il faut dire. Il faut qu'on se départit de cette idée-là, à faire en sorte que c'est seule une minorité qui s'accapare des richesses de ce pays-là. Je dis bien, nous avons des compétences, beaucoup de compétences même. Je ne parle même pas de politique. Même au niveau de la société civile, nous avons des compétences qui peuvent gérer ce pays et dans les règles de l'art. Je suis désolé. En tout cas, doit-on vendre la peau du loup sans l'avoir vu? C'est la grande question que les sages se posent dans nos communautés sous l'arbre à palabres. Maintenant, nous allons aller vers la réalité puisque c'est vrai, on a fait des commentaires autour de tout ce qui a précédé, vous avez suivi. Maintenant, on va aller directement à l'Assemblée nationale où hier, les députés ont validé avec une majorité acceptable le projet de politique, le programme de politique générale du gouvernement Selom Klassou, axé autour de 4 piliers fondamentaux: inclusion économique et sociale. C'est vrai qu'on l'a déjà cité en début d'émission, Ibrahim. Aujourd'hui, voilà décliné les grands axes du programme de politique générale de Selom Klassou, qui ne diffèrent pas tellement des mêmes que Artem Kwesi Silagodi Aoumé Zoulou avait présenté devant le Parlement. On a hier, la scène a été visible à tous les niveaux. Vous avez vu l'opposition qui a boycotté, en partie parlant des députés ANC qui se sont retirés. Vous avez d'autres qui ont voté abstention. Et puis, comme vous le savez, à partir du jumelage RPT, comment dirais-je, unir UFC, ça a accordé beaucoup de faveur à cette politique. Commentaire général autour. Commentaire général, ce que nous dirons, c'est que M. Klassou, dès sa nomination, les premiers mots qui sont sortis de sa bouche étaient de poursuivre le chantier que le chef de l'État a engagé pour la bonne marche de la République et surtout pour le bien-être de la société. Et donc, en ce sens, M. Klassou ne pouvait pas inventer une recette qui soit autre que magique. Ce qui est magique, qui soit autre que ce qui est déjà connu des Togolais. Donc c'est pour cela, si vous lisez bien la façon dont il a décliné sa politique générale, vous allez voir qu'il parle de l'inclusion socio-économique. Et c'est ce à quoi le chef de l'État s'est attelé. Il a parlé des réformes sur le plan économique et sur le plan social pour permettre aux Togolais d'aller un peu plus vers le bien-être, c'est-à-dire lutter contre la précarité et faire de telle sorte que les couches vulnérables retrouvent un peu de la stabilité en matière de leur bien-être social. Et aussi, quand nous parlons de l'intensification des politiques des grands travaux, c'est ce que nous avons vu au dernier moment. Nous allons dire que vers la fin plutôt du deuxième quinquennat de M. Faure Gnassingbé, nous avons vu la politique des grands travaux qui ont été lancés. Donc le chef du gouvernement se dit qu'il sera toujours dans cette optique pour que le Togo ait une image beaucoup plus attrayante et que le Togo présente au point de vue infrastructure et services, en tout cas socio-économique, un certain attrait qui puisse donner beaucoup plus de plaisir aux Togolais et surtout qui puisse aussi amener les Togolais à être un peu contents de leur pays. On parle aussi de l'intensification, de la poursuite des réformes politiques avec un accent particulier sur la décentralisation. Vous avez vu que depuis que ce mot décentralisation est atterri au Togo dans le lexique politique et surtout quand on le dit toujours dans la politique gouvernementale, nous avons tourné en rond avec cette histoire de décentralisation. La preuve en est que nous avons plusieurs fois émis le vœu, le Togo a émis le vœu d'aller vers des élections locales et ça n'a jamais eu lieu. Donc ça voudrait dire que si avec M. Klassou, on peut aller sur ce chantier et travailler véritablement,
pour que le concept même de décentralisation soit maîtrisé par les populations et ensuite aller vers des élections locales pour doter le pays des élus locaux légitimes et non des gens qui ont été nommés de par leur appartenance, leur militantisme, leur appartenance à un parti politique. Et comme c'est le cas qui se présente actuellement, je pense que le pays peut amorcer un développement. Et parce que vous savez que dans le cadre du développement et surtout dans le cadre de la coopération décentralisée, les bailleurs et surtout les municipalités au niveau du Nord, c'est-à-dire de l'Occident, aiment travailler avec des gens qui sont élus, que ce soit des élus locaux. Ces municipalités aiment travailler avec des élus locaux. Donc, si on arrive à doter le pays de en tout cas des élus locaux, je pense que ça peut amener à ce que le pays puisse aussi amorcer le développement et que les communautés de base puissent aussi prendre en charge leur destinée. Et quand nous parlons des réformes du système de défense et de sécurité, sur ce point, vous savez que le Togo veut prendre, comme on le dit, le taureau par les cornes, parce que la sous-région est actuellement en proie à la criminalité, et surtout à des réseaux criminels qui créent des dommages tout près de nous. Au Nigeria, ici, vous savez qu'il y a une secte qui est en train d'endeuiller la paisible population du nord Nigeria. Au Mali, il y a des djihadistes aussi qui créent la désolation, sans oublier les grands cartels de drogue qui écument la sous-région et sèment la désolation au sein de la population jeune. Et si on dote notre pays d'un système de sécurité beaucoup plus efficient, apte à combattre, à traquer ces criminels qui veulent semer la désolation au sein de la population, je pense que ça serait une très bonne chose. Il y a déjà la modernisation, la refondation de l'armée qui a été amorcée et aujourd'hui nous nous réjouissons qu'il y ait quand même des détachements, des démembrements, une certaine décentralisation des forces de sécurité et de manière à quadriller le pays et à répondre de façon instantanée à tout ce qui se poserait comme attaque de notre intégrité territoriale. Donc, tous ces chantiers sont pris en compte par le Premier ministre et c'est ce qui fait que lorsqu'il a décliné tous ces aspects, sa politique générale, décliné en projet et en axe, les députés qui sont en même temps issus du RPT et de UNIR, autant pour moi, ont trouvé judicieux qu'il fallait quand même donner quitus à ce Premier ministre pour qu'il aille faire ce travail, étant donné que tous ces angles sont contenus dans le programme que M. Faure Gnassingbé a présenté aux Togolais, programme qui a suscité peut-être l'adhésion des populations et qui a amené la majorité des Togolais à voter pour lui. Donc disons que c'est la politique de unir. Et s'il y a eu entre-temps l'opposition qui s'est désolidarisée, qui n'a pas voulu voter, c'est dans la logique de boycott de la politique du pouvoir en place. Et vous savez qu'une opposition n'acclame jamais le pouvoir en place. Donc l'opposition n'a fait que jouer son rôle et elle a déserté, elle n'a pas voulu cautionner ce que M. Classou a présenté comme politique générale du gouvernement, étant donné même que cette opposition n'a pas pris part à ce gouvernement. Voilà, Elias. Oui, non, nous avons assisté à la même scène, pratiquement à la même scène avec le ministre Atem Aoumé Zounou, lorsqu'il a eu à présenter son programme du gouvernement aux parlementaires. Et les parlementaires ont donné quitus à Aoumé Zounou, mais entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir que le même Aoumé Zounou a demandé à ces députés-là de rentrer dans les réformes politiques et ces députés-là ont dit non à leur Premier ministre qu'ils ont dit oui entre-temps. Donc c'est une contradiction montre. En tout cas, moi je pense que l'homme classé aujourd'hui, le Premier ministre et l'homme classé aujourd'hui a du pain sur la planche. Parce que une chose est de se faire accepter son programme de gouvernement par les députés unis, parce qu'il faut le dire, c'est les députés unis qui ont donné quitus à son programme de gouvernement. On a parlé de 65, ils ne sont que 62. 62, bon, il y a des abstentions. Là, ça, il faut l'analyser encore sous d'autres angles. Et donc, l'autre chose aussi est de faire en sorte que cette confiance-là qui a été accordée à son gouvernement, que cette confiance-là soit permanente. Si elle n'est pas permanente, nous créons le pire.
Maintenant, quand je prends à peu près les 4 axes qui composent, disons, sa feuille de route, la feuille de route accordée au Premier ministre Classou, ce qui m'intéresse, c'est les réformes politiques. Et je me demande si aujourd'hui, le Premier ministre Classou est à même quand même de faire en sorte à ce que les réformes politiques, je veux parler des réformes institutionnelles, constitutionnelles et même sociales, aient lieu dans ce pays. Parce que si nous avons souvenance que le parti uni, entre-temps, a été réfractaire à ces réformes-là, tant bien même que les gens ont argumenté que non, c'est plutôt l'ANC qui, de son côté, ne voulait pas les réformes. Nous savons ce qui s'est passé réellement. Et donc, je me demande si le Premier ministre Classou serait à même d'arriver à ces réformes politiques. Parce que c'est très, très important pour le pays aujourd'hui. Sans les réformes, je pense que le Togo n'avancera en rien. Nous ne pouvons pas avancer et oublier ces réformes politiques-là. C'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte de tout politique aujourd'hui, de faire en sorte que nous ayons ces réformes politiques. Bon, maintenant, quand on parle de défense et de sécurité maritime, tout ça là, moi, je ne sais pas pourquoi nous créons des problèmes. Un petit pays comme le Togo va se créer des problèmes comme ça. Nous n'avons pas fini de régler nos problèmes internes. Les problèmes internes, les causes sociales, la faim, tout ça là, et on s'intéresse tant à la défense et à la sécurité maritime. Parce qu'on dit que bon, le Togo, on a besoin de cette protection, mais on a besoin de cette sécurité, de cette défense-là, mais ce n'est pas une priorité pour les Togolais aujourd'hui. La priorité pour les Togolais aujourd'hui, c'est que vous trouvez à manger. Comment le pain, qui est le pain national, puisse être divisé et réparti à tous les Togolais. C'est la préoccupation majeure des Togolais. Parlant de défense et de sécurité, on fait tellement de médiatisation sur cette affaire de sécurité maritime, tout ça là, comme si le Togo est la grande puissance mondiale. Mais je suis désolé, ce n'est pas une priorité pour les Togolais. La défense, ce n'est pas, on se crée même des problèmes. Le Togo se crée des problèmes en mettant son nez dans cette affaire-là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ces djihadistes, les Boko Haram et autres, mais c'est des gens fortement armés. Ce n'est pas le petit Togo, le pays qui va combattre ces gens-là. Laissons les puissances, comme les États-Unis, comme les grandes puissances, régler ces problèmes-là. Nous créons des problèmes pour rien. Moi, ça ne m'intéresse pas. La défense et la sécurité, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les réformes politiques. Il faut que... Mais on a besoin de les faire dans la liberté. Dans la liberté, bien sûr. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les Togolais, quand tu écoutes aujourd'hui un Togolais sur 2, ce qui intéresse ce Togolais-là, c'est les réformes. Parce que le pays est mal géré. Le pays ne va pas. Le pays est mal gouverné. Donc, il nous faut ces réformes-là. Nous avons les gens demandé à ce que ces réformes-là aient lieu avant que nous ayons cette présidentielle-là problématique. Nous avons encore sur notre table de discussion les contentieux. Tant bien même que nous avons du côté de l'ANC ou bien du CAP 2015 qui, entre-temps, garde un silence coupable. Je ne sais pas si ce que les gens ont raconté sur l'ANC ou bien le CAP 2015 comme si ils ont eu un deal avec le pouvoir. Je ne sais pas si c'est vrai parce que ce silence-là, moi, je m'inquiète. C'est presque un silence coupable de la part du CAP 2015. Les revendications. C'est ça. On ne pas s'associer aux députés unir pour donner quitus au programme de gouvernement du Premier ministre Classou. Donc, il faudrait que le Premier ministre Classou, tant bien même qu'il soit de la formation politique unir, disons, surpasse son moi, dépasse même les aspirations que son parti a pour le pays. Et se dit qu'il est togolais, le Premier ministre Classou est togolais, et il faudrait qu'il règle les problèmes togolais. Ce n'est pas n'importe qui est Premier ministre. Vous êtes Premier ministre, c'est parce que vous avez, disons, cette lourde responsabilité de faire en sorte que les Togolais ou bien le peuple qui vous a placé là-bas puisse quand même avoir confiance en vous. Donc, la première des choses que le Premier ministre Classou, ou bien le premier défi, le grand défi que le Premier ministre Classou a aujourd'hui, c'est de faire en sorte que avant qu'il ne quitte la primature, que les réformes politiques soient faites pour apaiser le Togolais lambda, pour que le pays avance. Pour que le pays avance. Voilà, Ibrahim, vous avez suivi le développement de Elias tout à l'heure. Quelle lecture ou quelles conséquences peut avoir sur le trait de l'opposition devant la présentation du programme de politique générale du gouvernement?
Non, il disait que l'opposition ne pouvait pas. C'est son rôle. C'est son rôle de contestation. Non, les conséquences, je ne pense pas, puisqu'il y a quand même la majorité du Parlement, c'est-à-dire des membres de l'Assemblée nationale qui a voté, qui a donné quitus au Premier ministre dans la mise en œuvre de sa politique générale. Donc il a déjà la majorité qui est avec lui. Et ce qui est réconfortant, c'est que cette majorité est en tout cas en grande partie composée des membres de sa formation politique, c'est-à-dire des députés issus de sa formation politique. C'est déjà un atout et il peut vraiment travailler. Il a les défenses pour pouvoir mettre en œuvre sa politique générale. Mais je voudrais revenir un peu sur l'aspect sécurité pour dire que aucun pays au monde n'a su assurer le bonheur, le développement en étant en insécurité. La sécurité est très indispensable. Interne, bien sûr, la sécurité interne est très Parce que quand on parle de défense, on parle de l'armée là. On a parlé de système de sécurité et de défense. Donc, quand on parle de la sécurité, des systèmes de sécurité, c'est la sécurité interne. Et quand on quadrille le pays pour ne pas donner, libre cours aux velléités déstabilisatrices de notre pays, quand on quadrille le pays, on met de l'armée un peu partout pour assurer la mobilité. C'est-à-dire que le déplacement en tout cas des populations et des biens, la protection des personnes et des biens, je pense que c'est un atout, c'est très indispensable pour amorcer le développement. Quand il y a insécurité, personne ne peut vaquer librement à ses occupations. Quand il y a insécurité, personne ne peut s'asseoir et réfléchir sur la relance de l'économie dans le pays. Quand il y a insécurité, vous convenez avec moi que chacun prend la route de l'exil. Et donc, le pays, le Togo qui a fait le choix de construire ce pays, d'amener ce pays vers l'émergence, s'est dit que par rapport aux menaces, aux défis sécuritaires qui s'imposent dans la sous-région, il fallait prendre des mesures appropriées pour mettre le Togo à l'abri de tous ces réseaux criminels-là qui sillonnent la côte ouest africaine. Cela me ramène à une histoire qu'un confrère du Mali m'a raconté lorsque nous nous sommes retrouvés dans un pays voisin. Il me disait que lorsqu'on disait à Amadou Toumanou Touré, à ATT, qui a des menaces sécuritaires dans le pays, il se disait que non, on est entre Maliens, laissons ces histoires d'insécurité, on peut vraiment développer notre pays autrement. Mais il a été surpris, il n'a pas pris les mesures quand les djihadistes ont fait irruption dans le pays, mais c'est toute l'armée malienne qui a été défiée. C'est parce qu'il n'y avait pas une préparation en amont. Au Togo, on se prépare contre toute velléité, tout ce qu'il y aura comme surprise. Au point de vue sécuritaire, le Togo peut faire face. Et aujourd'hui, quand vous allez un peu vers la côte, vers le port de Lomé, vous allez voir qu'il y a des navires qui se sont attroupés là-bas. C'est par rapport au système de sécurité maritime développé par le pays. C'est ça qui fait que les armateurs, les navires, les grands porteurs là, se sentent plus en sécurité dans les eaux territoriales togolaises. Et ça fait que quand vous voyez tous ces bateaux ne déchargent pas au port de Lomé. C'est des bateaux qui viennent pour des raisons de sécurité s'abriter dans les eaux territoriales togolaises. Et lorsque il fait jour, sous escorte de la marine togolaise, ces navires peuvent aller vers les destinations, que ce soit au port de Kéman, au port de Cotonou ou même au port d'Abidjan. Ce qui voudrait dire que quand on prend des mesures sécuritaires, c'est-à-dire qu'on crée d'abord un climat favorable des affaires et on crée un climat favorable pour le développement même humain et durable des citoyens dans le pays. Voilà. Bon, maintenant, ce qui nous inquiète, et nous sommes journalistes, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, c'est que dans cette équipe gouvernementale, nous n'avons pas eu un poste dédié à la question des droits de l'homme. C'est vrai que tout récemment, on a créé le HCRUM qui va s'occuper de la réconciliation et des choses. Jusque-là, on ne voit pas le volet droits de l'homme là-bas. Il y a la CNDH qui va beaucoup travailler, mais vous êtes convenu avec moi que c'est une institution étatique. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait aussi un ministère où les populations peuvent quand même s'adresser lorsqu'il y a des problèmes de droits de l'homme. Il y a cette préoccupation a été prise en compte par le président du groupe parlementaire UNIR qui a laissé entendre quand même que la justice devrait jouer ce rôle, que c'est seulement au Togo
qu'on on s'attarde sur ces genres de dénominations droits de l'homme. Non, mais la question des droits de l'homme, ce n'est pas un sujet que les Togolais ont inventé. C'est parce qu'il y a un problème sérieux de droits de l'homme dans le pays. Il y a un problème sérieux des droits de l'homme dans le pays. Vous n'allez pas me dire que le passage de STDH a découragé ces gens-là qui violent systématiquement les droits des citoyens. Vous n'allez pas me dire que dans un pays où on kidnappe un journaliste après une circulation, il n'y a plus question de droits de l'homme. Il faudrait quand même qu'il y ait ce ministère-là qui s'occupe de cela. Pour, je ne sais pas, un petit démêlé avec une autorité, on vous envoie en prison. Pour un petit problème avec certains hauts gradés, mais il y a le trafic d'influence et le haut gradé vous crée des problèmes. Donc il y a un problème de droits de l'homme. Il faudrait que les autorités togolaises sachent qu'il y a encore des problèmes de droits de l'homme et qu'on crée un ministère qui puisse dissuader ces citoyens qui viendraient à violer les droits de leurs citoyens. Très bien, on vous a assez compris et puisque dimanche, on va dire le feuilleton a démarré à 13h et s'est poursuivi à 20h, espérons que dans les prochains jours, il y a peut-être encore une liste additive qui nomme un ministre des droits de l'homme. Nous allons scruter un tout petit peu la une des journaux avant de revenir pour clôturer cette entrevue. La dépêche dans les kiosques qui écrit Petit éloge de la responsabilité, un ouvrage présenté à l'ambassade des États-Unis à Lomé. Et puis atterrissage difficile de Maroc Télécom au Togo, le personnel de Move Togo en grève, nos limites. Premier gouvernement de Classou, un panaché qui ne répond pas aux attentes des Togolais, écrit la dépêche de notre doyen Mewede Mercer et Sowe Apollinaire. Et puis sommaire, tout ça pour ça s'interroge la dépêche, après la présidentielle priorité au local. Classé au 126e rang, le Togo parmi les pays les plus corrompus au monde. Article à lire à la page 4 de la dépêche. Selon une source diplomatique à Lomé, Madame Higué n'a rien fait pour la libération de Bacha et ses co-accusés. Article à lire à la page 2. Et puis Sénégal, affaire Karim Wade, l'ASS écrit aux Nations Unies pour dénoncer les abus de l'État du Sénégal. Promotion du secteur privé dans la zone UEMOA, la CCIT annonce la tenue de 3 grands événements dans notre pays. Et pour finir, le journal écrit RDI France, le club RFI Togo et les médias en guerre contre les faux médicaments. Pour détention arbitraire, l'ONU demande la libération de Pacha et ses co-accusés et la CEDEAO ordonne la libération de Pascal Boudjouna. Voilà donc pour ce qui concerne la une du journal La Dépêche. L'alternative de notre cher confrère Ferdinand Mensa Haïté dans les kiosques écrit gouvernement fort Classou. 2 mois d'attente, improvisation et rafistolage pour une équipe de désespoir. Et puis en petit point, Anate, Djaké et Koué, point de suspension chronique des ex. ANPE, frustration dans les coulisses, article à lire à la page 4 du journal. Et puis BAC de 2015, l'alternative écrit vers des résultats décevants. Et puis c'est une interrogation sommaire. Publie reportage, brasserie de Lomé, Castelvire en nouvelle stature de séduction. Chronique politique, quel crime avons-nous commis pour mériter de naître dans ce pays? Point d'interrogation. Togo, une république qui s'ennuie de ses gouvernants. Et pour finir, sport football, reprise des championnats, le défi du comité de normalisation. L'Union pour la patrie également dans les kiosques, politique générale du gouvernement. Commissaire Classou se veut très social. Lire l'intégralité de la déclaration du Premier ministre avant les questions des députés. Tout le gouvernement au complet, liste et images. Et puis, journée économique du Togo au Maroc. Les participants dressent un bilan satisfaisant. Football championnat D1, D2. Le comité de normalisation annonce le démarrage pour le 9 août 2015. Oui, Elias, on va clôturer avec vous en 2 mots. Oui, de quoi je me mêle? Nous disons que nous avons un gouvernement du Premier ministre Classou, le premier. Peut-être que nous aurons Classou 1, Classou 2, Classou 3, mais comme tout le monde le voit, l'attente des Togolais a été vraiment, disons, l'attente a été déçue. Les Togolais n'ont pas compris pourquoi ils ont eu un tel gouvernement à présenter pour quel travail. Et donc, on attend de voir jusqu'où ira Silom Classou. Voilà donc, c'est sur ces mots de Elias Moukali pour nous refermons notre rendez-vous de ce jour. Vous étiez dans votre émission Grand Jury depuis la télévision Espoir 47 de TV, émission à suivre également sur les ondes de Radio KNTB à Lomé, Radio VGK Palimé, Radio Lumière à Anéfon, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Bien de choses à tous les Togolais de la diaspora.
Et salut à Patron Aimé et ses apprentis coiffeuses et tresseuses à Tocoin Sauted. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.